Alors, je m'appelle Julien Lizard, je suis rhumatologue, médecin de la douleur. Je dirige au plan clinique le service de prise en charge de la douleur au CHU de Nantes avec une orientation sur les médecines dites complémentaires, la médecine intégrative. Du côté universitaire, je suis professeur de thérapeutique, c'est-à-dire que je m'occupe des différents traitements. Je fais partie d'une équipe INSERM qui s'appelle Hermès, qui travaille sur les articulations et les cartilages. Et puis, je préside un collège qui s'appelle le CUMIC, qui est un collège d'universitaires qui travaille particulièrement sur les thérapeutiques non médicamenteuses, leur évaluation et leur enseignement. Alors, je suis illustratrice et patiente formée à l'éducation thérapeutique de patients, surtout sur le volet douleur, parce que je vis avec des douleurs chroniques neuropathiques à la suite d'un accident de la route. Et je suis en centre bénévole à l'association l'AFVD, Association francophone pour vaincre les douleurs. Et donc, tout ce travail d'illustration et d'engagement au niveau de la péridance se regroupe sous la forme d'un compte Instagram que j'anime maintenant depuis plusieurs années, qui s'appelle Une douleur. C'est un projet de sensibilisation qui permet de toucher un large public, aussi bien des personnes concernées que des aidants. C'est par cet intermédiaire-là que j'ai rencontré Cyrielle. Donc, pour moi, pour me présenter brièvement, donc c'est Camille Raka, je suis étudiante en médecine et moi, je me suis formée à la douleur chronique cette année. C'est comme ça que j'ai rencontré le professeur Nizar. J'ai fait le diplôme douleur aiguë et chronique pour les médecins de l'hôpital Cochin, à côté de ma 6e année de médecine. Et à côté de ça, je suis aussi douloureuse chronique. Donc moi, je vis avec des douleurs depuis une opération chirurgicale il y a 7 ans et je suis reconnue handicapée à vie à cause de ça. C'est un enjeu essentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est que les douleurs chroniques, surtout lorsqu'elles deviennent rebelles, ont toujours des conséquences sur le travail, sur la vie familiale, sur l'insertion sociale, à différents degrés, mais c'est un impact qui est quasi constant. Et aussi parce qu'on sait que du côté de la prise en charge, positionner d'emblée la question du travail comme quelque chose qui va pouvoir être bénéfique, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, les douleurs chroniques ont un retentissement sur le travail et par ailleurs, la réinsertion sociale et professionnelle est un objectif thérapeutique parce que quand on compare, on va y revenir, c'est pas n'importe quel travail est travaillé n'importe comment, mais globalement, si on prend par exemple la première cause de douleur chronique qui est la lombalgie, les lombalgiques qui travaillent vont globalement mieux que ceux qui ne travaillent pas parce que travailler, vous le savez bien, c'est être en mouvement, se lever le matin, avoir une utilité sociale, gagner de l'argent, avoir des choses à raconter quand on revient chez soi. Donc le travail, il faut le considérer comme quelque chose de bénéfique pour soi-même, mais aussi pour ses douleurs. Toute la question va être de savoir comment on peut travailler pour que ça soit compatible avec ses douleurs. Avant mon accident, j'étais architecte, donc je parle vraiment de ma vie d'avant. C'était un travail de reconversion qui s'est opéré pour justement me maintenir dans l'emploi, pour lorsque je me suis raccrochée à toutes ces compétences que j'avais, mais que je pouvais plus exploiter dans mon ancien poste pour des raisons qu'en fait c'est un travail qui est très intense, très physique, qui génère beaucoup de stress et qui n'était plus compatible avec mon état de santé. Mais j'avais quand même un bagage parce que on n'est pas uniquement ni une pathologie ni une profession. En fait, on est une personne avec des choses qui nous composent, qu'on a acquis au cours du temps. Je pense que c'est une forme d'adaptation qui s'est générée un peu naturellement pour pouvoir continuer d'avancer. Par exemple, la mobilité, c'est quelque chose qui a été un point marquant aussi bien simplement pour le fait de se déplacer que par exemple prendre un véhicule. C'est des choses qui étaient normalement des facteurs essentiels pour ma pratique, qui fait que ma reconversion me convient mieux, me permet de travailler plus facilement parce que j'ai aménagé mon chez moi pour travailler depuis la maison et bien sûr continuer à avoir des contacts extérieurs pour le travail, mais de manière plus modérée. Ça va jouer sur la concentration, sur la mémoire et travailler à mon compte me permet plus facilement de gérer ces facteurs-là puisque je vais être maître de mon planning, alors que quand je travaille dans cette petite structure, il fallait d'abord être
un peu un couteau suisse et être vraiment sur la réactivité et l'immédiateté, ce que aujourd'hui ça m'est beaucoup plus délicat. Les obstacles, il y en a et vous avez tout intérêt à les repérer parce que certains d'entre eux peuvent être contournés. Alors, on pourrait s'inspirer, il y a une conférence qu'on appelait la Flag Conference pour les Lombalgies, qui a identifié un certain nombre d'obstacles à la reprise du travail. Ce qui a été démontré pour la lombalgie vaut à peu près pour les autres douleurs chroniques. Les principaux obstacles, alors il y a tout ce qu'on appelle les yellow flags, les drapeaux jaunes, oranges, avec notamment toutes les représentations sur le travail. Ça peut être avoir l'idée que son travail va être impossible à reprendre ou très difficile à reprendre, ou que les relations avec les collègues de travail vont être très difficiles parce qu'elles l'ont déjà été, par exemple. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'insatisfaction au travail, des gens qui sont pas très heureux au travail. On aura plus de mal, évidemment, à les faire reprendre leur travail antérieur. Et puis, il y a ce qu'on appelle les drapeaux noirs, qui sont des drapeaux d'environnement, qui sont importants à prendre en compte parce que, contrairement aux drapeaux précédents, sont difficiles à travailler. Ces drapeaux conjoncturels qui sont liés, par exemple, au niveau d'études, quand il est bas. C'est sûr que c'est pas le cas de Cyrielle qui est architecte, mais si on a affaire à quelqu'un qui a un niveau d'études très limité, ou qui parle pas très bien le français, ou qui est par exemple maçon et amené dans ce cadre à porter des charges lourdes et qui a des douleurs des épaules ou des lombalgies, évidemment, si vous dites à ce maçon, bah écoutez, il faudrait que vous arrêtiez de porter des charges lourdes, ni lui ni son patron ne vont trouver vos propositions très intéressantes. J'avais pas du tout les mêmes objectifs professionnels. En fait, moi, je faisais du sport en compétition et je voulais faire du sport mon métier. Donc, quand la douleur est entrée dans ma vie, ça a été un sacré boomerang parce que, là, pour le coup, le sport, c'était le sport adapté, fini le sport de compétition et de haut niveau. Donc, il a fallu réfléchir à une reconversion. J'avais 16 ans, je passais mon bac de français à l'époque, donc il fallait très vite que je trouve un plan B parce que j'étais censée remplir Parcoursup, 6 mois plus tard. Et en fait, c'est assez simple, c'est mon parcours de soins qui m'a orientée. J'ai eu un parcours de soins assez difficile avec pas mal de violences médicales et je me suis dit: «Si je devenais médecin pour faire changer les choses». Et au final, ma douleur a impacté ma vie professionnelle sur les mouvements. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à la station debout. Je me déplace régulièrement avec une béquille et ça fait partie des choses que j'ai dû prendre en compte. J'ai choisi une spécialité qui est essentiellement de l'activité de consultation, que ça soit la douleur ou que ça soit la génétique. C'est des spécialités où on est beaucoup assis. C'est clairement un choix que je dois faire. Après, il y a aussi sur la question du temps de travail. Donc moi, je ne peux pas travailler à plein temps, c'est impossible. Mais j'ai des aménagements. Je travaille à 70% pour l'internat, ce qui me permet en fait de concilier aussi, tous les traitements qui sont assez lourds, et qui nécessitent des allers-retours à l'hôpital. Et après, le troisième aspect qu'expliquait, le professeur Nizar, c'est aussi la question de l'environnement et des êtres humains avec lesquels on travaille. Malheureusement, la médecine n'est pas aujourd'hui un milieu inclusif, c'est un milieu où le handicap a encore du mal à faire sa place et donc forcément, je rencontre les questions de la discrimination. J'ai notamment beaucoup de difficultés dans l'application des aménagements. Il y a 5 éléments à avoir en tête qui sont importants. Alors, il y a un premier élément que quand on a des douleurs et un handicap associé, ça vaut le coup d'essayer d'obtenir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé parce que cette RQTH permet d'obtenir des droits. D'abord, c'est une reconnaissance, comme le disait Camille à l'instant, c'est pas rien d'être reconnu. Quand on a des douleurs, c'est une étape même très importante de son propre parcours. Donc, une reconnaissance, c'est des droits. C'est un droit à avoir un poste adapté et c'est un droit prioritaire à la formation. Le deuxième élément très important, c'est ce qu'on appelle la visite de pré-reprise.
La visite de pré-reprise, elle est souvent confondue avec la visite de reprise. Quand on s'est arrêté de façon prolongée, on va voir le médecin du travail quand il y en a un le jour ou dans les 2 jours précédents ou suivant la reprise. C'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va permettre d'anticiper les conditions d'une reprise. Prends l'exemple l'aide-soignante qui est en arrêt prolongé parce qu'elle a des troubles musculo-squelettiques, parce qu'elle a mal aux épaules, au dos, aux genoux. Il faut qu'elle ait une visite de pré-reprise, c'est-à-dire qu'elle voit bien en amont de sa reprise un médecin du travail qui va analyser son poste, prendre contact avec son encadrement et essayer de faire en sorte que quand la personne reprend son travail, ce soit sur un poste adapté. Parce que si on reprend le même travail avec la même quantité et au même poste, bah, c'est même punition, même motif, et les patients n'y arrivent pas, se réarrêtent de plus en plus souvent et se découragent. Donc l'idée, c'est pas de reprendre à n'importe quel prix, c'est de reprendre un travail le plus adapté possible. Donc 3, c'est tous les éléments dont tu as parlé, Camille, notamment sur le fait de limiter le temps de travail. Donc c'est ce qu'on appelle le travail à temps partiel. Donc, travailler à temps partiel, il y a 2 cas de figure. Soit c'est un temps partiel qu'on appelle thérapeutique. Désormais, il n'y a plus besoin d'avoir un arrêt prolongé avant d'avoir un temps partiel thérapeutique. On considère que le fait de travailler à temps partiel est de nature à favoriser le maintien au travail. Ça peut être un 50%, ce qu'on appelle dans ce cas un mi-temps thérapeutique, mais ça peut être un 60, un 70 ou un 80%. Et dans ce cas-là, si c'est dans le cadre de la fonction publique, il y a un expert qui va proposer au conseil médical ce temps partiel thérapeutique. Dans le privé, c'est beaucoup plus rapide. Ça se fait en lien avec le médecin conseil de la sécurité sociale. Et donc, grosso modo, c'est jusqu'à 1 an de temps partiel thérapeutique à 50% ou plus. Et depuis 2-3 ans, ce temps partiel thérapeutique, au bout d'1 an, si vous reprenez à temps plein, eh bien, vous renouvelez vos droits au temps partiel thérapeutique, alors qu'avant, c'était pour 1 année dans toute sa carrière. Et puis, il y a des personnes comme Camille qui peuvent décider de prendre un temps partiel hors temps partiel thérapeutique. Quand on est à temps partiel thérapeutique, on touche l'intégralité de son salaire. C'est le grand avantage. Mais ça ne peut pas durer tout le temps. Et donc, vous pouvez faire le choix de travailler à temps partiel. Camille a dit qu'elle avait fait le choix de travailler à 70%, mais dans ce cas, qu'elle touche 70% de son salaire. Bon, et donc là, vous voyez, c'est un choix, mais ça a un coût. La 4e mesure, elles en ont parlé toutes les deux, et c'est très important, c'est les adaptations du poste de travail. J'ai vu la semaine dernière un pompier qui avait du mal à continuer à avoir des missions de terrain. On lui a proposé des adaptations de poste pour qu'il devienne avec des missions surtout administratives. Et ça, c'est des adaptations de poste. On va les faire dans une bonne partie des cas avec le médecin du travail et pouvoir préconiser ce qu'on appelle des restrictions, c'est-à-dire de dire tel patient, il ne faut pas qu'il porte de charge lourde, sinon il aura plus mal au dos. 5e mesure qui est très intéressante, c'est le télétravail ou le travail à distance. Avec ces 5 mesures, on arrive déjà à promouvoir le retour et le maintien de l'emploi. C'est déjà 5 mesures, vous voyez, qui sont relativement accessible. Alors, faut pas dire, encore une fois, que tout est possible, que c'est très simple, qu'il suffit de claquer des doigts ou traverser la rue. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la question essentielle de la motivation du patient. C'est-à-dire que, vous voyez, plutôt que de dire à Cyrielle ou à Camille ce qu'elles ont à faire, on va leur dire qu'est-ce que vous envisagez pour vous qui soit adapté. Si on n'a pas l'accord du patient, la participation du patient à son projet professionnel, ça ne marchera tout simplement pas. Moi, j'ai fait ma reconnaissance de travailleur handicapé en étant étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font pas, mais en fait, c'est une grande aide de faire la démarche à l'avance parce que on peut déjà plus facilement avoir le droit aux aménagements universitaires, même si elle est pas obligatoire pour les aménagements universitaires, c'est toujours plus simple de l'avoir et ça permet aussi d'anticiper, la question de l'emploi. Comme disait, le professeur Nizar, moi j'ai rencontré la médecine du travail déjà par exemple pour mes stages d'internat, tandis que mes stages sont dans 4 mois. Mais la question était de se poser, de discuter de comment est-ce qu'on aménage mon poste à mes traitements qui sont lourds, comment on aménage aussi à mes capacités physiques qui sont quand même
pas celle de quelqu'un de valide et aussi à moi de me préparer et de mettre en place, notamment d'adapter peut-être les horaires de mes traitements qui tombent souvent, par exemple, en journée, voir s'il y a pas une partie que je peux mettre le soir et cetera. Le temps, ça prend du temps de se préparer, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça et de toute façon, avec la douleur, on apprend beaucoup à anticiper nos actions, notre emploi du temps et à le manager, on va dire, en fonction de nos capacités physiques et de notre énergie. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, le fait d'être prévoyante, de prendre contact avec la médecine du travail, de prendre aussi contact, avec les personnes qui vont, me coordonner, donc là, avec les chefs de service. Notamment par rapport à la question dont parlait, le professeur Nizar, la question du télétravail. Parce qu'en médecine, on pose beaucoup à la question de la consultation, mais après, il y a aussi tout le volet administratif et tout le volet qui peut être, en fait, fait en distanciel. Donc c'est quelque chose qui s'organise et moi, c'est quelque chose sur lequel, je mets très attention parce que j'ai remarqué avec l'association Draw Your Fight que justement, j'ai une très bonne capacité de travail en distanciel. C'est pour ça que j'arrive à cumuler plusieurs postes, si on peut dire, la présidence de l'association, mon rôle de patiente partenaire avec, des CETD et mes études de médecine et cette année aussi, mon diplôme douleur. Donc c'est vrai qu'avec un emploi du temps bien organisé, ça se fait. Et la question aussi, de la RQTH est très intéressante aussi pour la question du droit et du fait que c'est, une obligation, en fait, de mettre en place ces aménagements. C'est une protection au quotidien parce que, bien sûr, il y a les personnes qui sont bien intentionnées et qui veulent nous aider, mais après, il y a ceux qui ont pas trop envie de nous avoir dans leur équipe, hein. Moi, j'en ai eu, il y en a qui m'ont gentiment dit que je trouverais pas de poste après l'internat parce que j'étais handicapée. J'ai eu le droit à ce genre de réflexion aussi. Donc avoir une RQTH, c'est protecteur. L'invalidité, souvent, c'est pas très bien compris parce qu'il y a différents types d'invalidité. D'abord, on peut parler brièvement des maladies professionnelles, des accidents du travail, parce que c'est un régime très particulier qui est que quand vous avez fait une déclaration de maladie professionnelle, que vous remplissez les conditions d'un tableau de maladie professionnelle, il peut y avoir des maladies hors tableau, mais dans le meilleur des cas, c'est mieux d'être dans le tableau, comme ça les choses vont plus vite. Si vous avez une lombalgie, tableau 98, une pathologie de la coiffe des rotateurs, une tendinite de l'épaule, tableau de 57A, etc., eh bien, vous avez une prise en charge de vos arrêts de travail et de vos soins qui est à 100%. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Accident du travail, tout événement qui survient sur le lieu ou sur le trajet du travail. Là, c'est pareil, on rentre dans les mêmes conditions d'indemnisation très favorables. Donc, effectivement, le cas de figure de accident du travail et maladie professionnelle, il faut le connaître parce que beaucoup de patients qui ont droit à une maladie professionnelle n'en font pas la demande. Il y a l'invalidité sécurité sociale, ce qu'on appelle catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Bon, d'abord, en préambule, cette invalidité sécurité sociale, elle concerne, sinon exclusivement, essentiellement les travailleurs du privé. Alors, une invalidité, c'est quoi? En gros, c'est que si, là, c'est dans ce cas-là, c'est le médecin conseil qui va prononcer une invalidité. S'il considère que vous avez, du fait de vos douleurs et de handicap associés aux douleurs, une limitation de vos capacités à travailler, il peut proposer une invalidité. Dans le cas d'une invalidité première catégorie, vous êtes susceptible de toucher un tiers de votre salaire, payé par la caisse d'invalidité, donc c'est la sécurité sociale. L'invalidité catégorie 2, ça vous ouvre le droit à avoir la moitié de votre salaire. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'invalidité catégorie 1, 2 et même 3 est compatible avec le maintien d'une activité professionnelle. Admettons que vous touchiez, moi je ne sais pas, 1 500 € net par mois, eh bien la sécurité sociale va pouvoir vous verser, dans le cadre d'une invalidité catégorie 1, 500 €, ce qui vous permettra du coup, comme vous avez un tiers de votre salaire versé du fait de votre invalidité, de travailler à 2 tiers et de percevoir le même salaire. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de maintenir votre salaire en travaillant moins. La seule condition, si vous voulez travailler et que vous avez une invalidité catégorie 2, par exemple, c'est d'obtenir l'accord du médecin conseil préalable. Donc, en résumé, l'invalidité, ça peut être intéressant quand on a vraiment des difficultés à travailler parce qu'elle permet d'avoir une prestation financière. Vous voyez, ça, c'est important. La RQTH, on touche 0 €.
OK? Donc là, on touche de l'argent, mais c'est pas garanti, hein. Faut pas croire que tous les patients douloureux ont une invalidité catégorie 1 ou 2. Et puis, on peut imaginer, vous voyez, ça nous arrive régulièrement de proposer, nous, médecins de la douleur, aux médecins conseils, une invalidité transitoire. Par exemple, quelqu'un qui est en difficulté pendant 2-3 ans, le temps d'un programme de soins plus intensif. J'ai vécu les différentes étapes décrites par le professeur Lézard sur l'accompagnement par la médecine du travail, comme une libération. C'est-à-dire que j'étais plus dans cet entre-deux de l'arrêt maladie et d'un poste qui me convenait. Effectivement, j'ai pu travailler en tant que salarié avec un plein temps, mais voilà, j'essaye parce que comme on l'a évoqué, cette rémunération, elle est très faible, de la compléter et c'est aussi enrichissant de pouvoir maintenir cet emploi-là socialement, de pouvoir en parler plutôt que dans cet entre-deux où je ne savais plus vraiment où j'existais en fait. La casquette de patient prenait plus de place que finalement Cyrielle, quoi. Les patients, les activités professionnelles étaient effacées en fait sur ce poids-là. Donc l'incapacité, ça a été un peu un nouveau départ qui n'est pas un sésame qui pointe comme ça de nulle part. Ça a été difficile en fait. Je pense que même si c'est voilà, j'ai dit qu'il y a tout un travail de deuil. Je pense que ça, là aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie dans mon activité parce que j'ai mis en place des choses pour l'être, que je respecte ma santé aussi parce que pour qu'il y ait un épanouissement, la motivation c'est très bon, la passion pour son métier aussi, mais il faut qu'il y ait un équilibre pour que les deux se rejoignent et je pense que ça a été un chemin qui a été un petit peu long quand même. Voilà, faut pas connaître.